Donc, un premier temps webinaire suivi de 3 ateliers. Donc, on reviendra sur la présentation des ateliers. Pour l'atelier 1, la prévention du maintien et du maintien dans l'emploi, en abordant la question de la coordination et opérationnalité des acteurs. Pour l'atelier 2, le sujet, c'est la qualité de vie au travail et durabilité des emplois, avec l'accent mis sur le comment manager la diversité des populations pour favoriser un travail de qualité. Et pour le 3e atelier, la prévention de la pénibilité et maintien dans l'emploi, avec comme prisme choisi les clés de votre attractivité. Donc, atelier 1, plus axé sur la coordination et opérationnalité des acteurs. Atelier 2, axé sur le comment manager la diversité. Et le 3, plus axé sur les clés de l'attractivité. Voilà, un petit retour sur les intervenants. Donc, une forte mobilisation de l'ARACT, également de l'AGFIP. Et également, excusez-moi, je ne le vois pas. Et l'intervention des porteurs de projets avec l'Office du tourisme, l'AMONA, l'AFT, le service de santé de travail du 24, le cluster Goasen, le CREAI, la NEFA 40 et la RER EFIS. Je vous propose de démarrer la présentation. Côté ARACT, une présentation du FACT. Catherine, si tu veux bien reprendre la parole. Merci. Oui, merci. Je reprends donc sur le Fonds d'amélioration des conditions de travail. Donc, une présentation synthétique. Donc, le Fonds d'amélioration des conditions de travail, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'aide publique qui est porté par le réseau ANACT-ARACT, donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est géré au niveau de l'établissement public l'ANACT et il est animé en région par les ARACT. Donc, à quoi il sert? Il sert à financer des projets innovants dans les petites et moyennes entreprises, puisque c'est notre cible dans le réseau. Il fonctionne avec 2 appels à projets par an, dont les thématiques vont être spécifiées en début d'année. En mois de février, on connaît donc du coup les thématiques de ces appels à projets. Il y a aussi possibilité d'une enveloppe un peu moindre pour les hors appels à projets, ce qu'on appelle hors appels à projets, c'est-à-dire pour des projets qui ne rentreraient pas dans les critères des appels à projets qui sont définis. Donc, la spécificité de ce fonds, en fait, qui est porté par le réseau, par délégation du ministère du Travail, j'ai oublié de préciser, la spécificité, c'est un fort enjeu de capitalisation et de valorisation des bonnes pratiques qu'on va extraire de ces projets pour le transférer au plus grand nombre, notamment dans le cadre des actions collectives ou de branches, puisqu'il y a 3 modalités possibles d'accompagnement. On peut accompagner une action individuelle avec une entreprise, des actions collectives avec plusieurs entreprises et un porteur de projet qui sera défini en amont, et il peut accompagner aussi des actions de branche, plutôt au niveau national, voire territorial. Donc, vous aurez des illustrations dans les ateliers de ces différentes possibilités d'accompagnement. Donc, en bref et en chiffres, le FACT, c'est quoi? C'est 2 millions d'euros par an, avec 700 à 800 000 euros par appel à projet. C'est une vingtaine, de 20 à 30 projets par appel à projet, soutenus par an, dont 70% représentent des actions collectives ou de branches. Donc, l'accent est mis vraiment sur les actions collectives. Et c'est environ 250 TPE-PME touchés directement par an sur l'ensemble du territoire. Il est animé donc par l'ANACT et par les ARACT, avec 2 séminaires par an de capitalisation sur les appels à projets qui ont eu lieu. Et bientôt, il y aura aussi des séminaires de lancement. Ensuite, donc petit rappel aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va s'appuyer sur les résultats de porteurs qui ont réalisé des projets via 2 appels à projets qui ont eu lieu en 2018 et 2019. Donc, celui de 2018 portait sur le maintien en emploi des personnes fragilisées par des problèmes de santé ou des situations de handicap. Donc, l'objectif, c'était soit dans les projets de maintenir dans l'emploi ou en emploi
soit ça pouvait aussi financer des projets portant sur la prévention des risques de désinsertion professionnelle des populations fragilisées par des problèmes de santé ou de handicap. On a voulu aussi vous présenter des projets qui venaient de l'appel à projet de 2019, lui, qui portait sur la qualité de vie au travail, qui représente un levier pour agir sur les difficultés de recrutement et les problèmes d'attractivité. Donc, notamment, ce sont des projets qui portaient sur les difficultés de recrutement, comment on pouvait faire face à ces difficultés dans les secteurs en tension. Et ça pouvait porter aussi sur l'attractivité, comment agir sur le manque d'attractivité rencontré par certaines entreprises ou associations. Je donne la parole à ma collègue Fanny Jondet qui va vous présenter concrètement une petite synthèse des différents résultats. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, concernant les appels à projets de 2018, 4 projets qui sont présentés aujourd'hui, dont les principaux résultats sont les suivants. Donc, une action portée par le service de santé au travail de la Dordogne, dont l'objectif était de développer une plateforme de guichet unique pour les entreprises de la Dordogne sur les questions du maintien en emploi, suite notamment au constat d'un nombre trop important de licenciements pour inaptitude. L'objectif était aussi, grâce à cette plateforme, de pouvoir sensibiliser les entreprises à agir sur l'organisation collective du travail pour anticiper le maintien dans l'emploi des salariés fragilisés par les maladies chroniques évolutives. Donc, dans les résultats, la mise en ligne d'une plateforme téléphonique sémaphore de primo-information, plateforme qui, très rapidement, à la suite de l'action, a été éprouvée du fait notamment d'un besoin très important de la part des entreprises sur le sujet. Ensuite, une action individuelle qui a été portée par l'entreprise Larère, qui est une entreprise de production de légumes dans les Landes. L'objectif était de préserver la santé et prévenir la pénibilité en maintenant une performance durable. Et donc, dans les résultats, l'amélioration technique de certains postes de travail, avec notamment un travail sur l'agencement des postes, sur l'adaptation à la hauteur, et la mise en place d'un logiciel de prévention et de gestion des risques. Alors, au-delà des résultats, l'accompagnement réalisé a permis aussi une montée en compétences des acteurs de l'entreprise sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et in fine aussi, cette action, elle a permis la stabilisation grâce à cette action sur la prévention et sur cette action de prévention et sur la pénibilité, elle a permis aussi la stabilisation d'une population saisonnière et d'initier une réflexion sur le parcours de formation et les évolutions de carrière. Ensuite, une action qui a été portée par le cluster Goassen, qui est un cluster qui regroupe des entreprises dans le secteur du tourisme. Donc, l'objectif était de positionner la problématique du maintien dans l'emploi des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives dans l'activité touristique. Autre objectif aussi, c'était de pouvoir sensibiliser les dirigeants aux enjeux des maladies chroniques évolutives, d'identifier des bonnes pratiques existantes sur le sujet et de construire des actions combinant à la fois des approches individuelles et aussi des approches collectives. Il y a eu un autre objectif aussi important qui était de permettre de faire travailler ensemble et en cohérence les acteurs de la sphère privée et de la sphère du travail autour des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives. Et dans les résultats, donc une meilleure appréhension et compréhension de l'impact des maladies chroniques dans le travail et de la part des dirigeants, la création d'un référentiel commun autour des situations de travail, des différentes situations de travail rencontrées dans l'activité, et à la fin de l'action, une diffusion des bonnes pratiques sur le sujet à l'ensemble des adhérents du cluster, notamment grâce à l'élaboration d'une vidéo. Enfin, une action portée par l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport et de la logistique, donc l'AFT, dont l'objectif était d'outiller les entreprises, et notamment les TPE, pour qu'elles mettent en place des actions de sensibilisation et de prévention. Donc, à la suite de cette action, la conception, dans le résultat, la conception d'un outil national de prévention sur les addictions et l'hygiène de vie pour les entreprises du secteur, du transport et de la logistique, et avec notamment la création d'un kit clé en main avec des vidéos applications. Donc, ce seront des éléments qui seront repris par la suite dans la présentation donc, de Madame Lydia Rio. Ensuite, concernant l'appel à projet, l'appel à projet de 2019, donc une action portée par l'Office du tourisme de Limoges. À partir du 1er juillet, du coup.
Donc, l'objectif était d'améliorer les problématiques de recrutement, de fidélisation et d'attractivité des entreprises locales. Et pour atteindre cet objectif, a été mis en place une démarche expérimentale, collaborative, pour tester de nouvelles organisations. Donc, dans les résultats, il y a eu donc, la création d'un collectif de managers et d'espaces de discussion sur les pratiques de ce qui participe à la qualité de vie au travail dans leur entreprise et sur le territoire. Ce collectif et ces espaces d'échange ont permis notamment de croiser les regards, de faciliter la prise de recul, la prise de recul positive, et aussi parfois contribuer à l'émergence de nouvelles approches managériales et de pratiques au sein des entreprises, notamment dans les pratiques sur la participation des salariés et sur le dialogue social. Et enfin, cette action a permis l'émergence d'une communauté d'entreprises locales apprenantes autour de la qualité de vie au travail territorial, avec une charte de fonctionnement qui a été rédigée à l'issue de l'action, précisant notamment le cadre collaboratif de cette communauté. Ensuite, une action collective qui a été portée donc, par l'Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture, donc dans les Landes, ANEFA 40. Donc, l'objectif était d'améliorer les conditions de travail et de performance du travail saisonnier de manière donc, à augmenter son attractivité. Donc, dans les résultats, l'amélioration de la structuration RH des entreprises, avec notamment la mise en place d'indicateurs de santé, une ouverture des offres d'emploi au plus grand nombre, et l'amélioration de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants avec tout un travail autour de l'organisation de la progression dans l'activité, l'adaptation dans la transmission des consignes et aussi la mise en place d'un livret d'accueil personnalisable. Également, à la suite de l'action, une meilleure connaissance des postes de travail qui a permis notamment une meilleure identification des besoins pour les futurs saisonniers. Et enfin, la mise en place des échanges de pratiques qui a permis un partage sur les problématiques rencontrées, mais aussi les solutions trouvées. Et enfin, une action donc, individuelle portée par le Centre régional d'études d'action et d'information, le CREAI. Donc, alors, c'est une action dont l'objectif initial a été modifié suite à la crise sanitaire. Et donc, l'objectif modifié a été d'étudier les impacts de la crise sur l'organisation, les relations au travail, notamment entre direction, salariés, entre les bailleurs, les familles et les usagers. Et donc, les constats qui ont pu être faits suite à l'étude, c'est un renforcement de la présence et du soutien des managers sur le terrain auprès des salariés. Et grâce donc, à ce soutien-là, une meilleure cohésion des équipes. Alors, maintenant, je vais laisser donc, la parole à l'Office du tourisme Limoges, la MONA et l'AFT qui vont aller un peu plus dans le détail des projets qu'ils ont portés sur la question de l'attractivité et du maintien dans l'emploi. Bonjour, donc moi je suis Clotilde Cassot, je suis directrice de l'Office de tourisme de Limoges Métropole et j'ai travaillé sur ce projet FACT avec la MONA, Florent Guittard qui interviendra tout à l'heure. On va tenter de vous résumer parce qu'on le développera dans l'atelier numéro 2, donc on vous invite éventuellement à nous suivre sur cet atelier. Le pourquoi on a sollicité ce FACT, tout simplement parce que des entreprises de Limoges étaient conscientes de leurs atouts, fiers de leur territoire, mais étaient confrontés à des difficultés de recrutement. Voilà, l'attractivité naturelle de territoire n'était pas aussi évidente que sur des villes moyennes nationales. De la même manière, moi j'ai pu observer que des entreprises touristiques, mais pas que, des entreprises liées à la culture ou des entreprises partenaires de l'Office de tourisme, se posaient des questions sur leur posture managériale et parfois avaient des difficultés à fidéliser les salariés. Sur ce constat-là, il y avait une envie collective de faire changer les choses et chacun, on avait envie d'être acteur de la transformation du regard qui est porté sur le territoire de Limoges et ses alentours. On avait aussi envie de tester de nouvelles méthodes plus collectives et d'outils.
Et à ce contexte-là, on a des compétences qui étaient mobilisables par la MONA, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui ont questionné ces sujets de posture managériale, de qualité de vie au travail, et du coup, un potentiel pour animer notre collectif. Voilà la base de l'émergence du projet du Limoges Act. Je vous laisse, Florent Guittard, préciser quels ont été les résultats. Bonjour à tous, merci Clotilde. Donc, moi, je suis Florent Guittard. Comme l'a dit Clotilde, je travaille à la MONA, qui est la mission des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Et on est en charge de la facilitation de ce dispositif Limoges Act, initié par Clotilde et son équipe. Et je remercie beaucoup le FACT parce qu'on a appris beaucoup de choses. Là, je vous ai listé quelques petits points, mais le premier point sur lequel on a beaucoup appris, c'est que, là je ne l'ai pas mis, c'est que la visio, c'est bien. La Covid nous a fait travailler à distance, mais le présentiel était beaucoup mieux pour créer les échanges et pour créer en fait une continuité dans tout ça. Ça, je ne l'ai pas mis, mais c'était important de le préciser. Les divers apprentissages, parce que je ne veux pas parler de résultats, mais vraiment d'apprentissage, c'est qu'on a travaillé avec différentes entreprises, 9 entreprises du territoire, de secteurs complètement différents, tourisme, industrie, culture, et que la diversité, c'était ces échanges intersectoriels. Et le fait que cette démarche, elle émane du terrain, ça c'est vraiment du coup ce qui nous a frappé, donc c'était pour nous le plus important. Ça nous a permis de lever quelque chose de très important, cette notion de commun, de bien commun sur un territoire. On est tous acteurs du territoire sur lequel on travaille, sur lequel on vit. Donc ça, c'était très riche pour nous. On a initié, et c'est venu progressivement, un nouveau concept de la qualité de vie au travail territoriale, qui va au-delà en fait de la qualité de vie au travail, de la qualité au travail de manière sectorielle ou dans des entreprises. L'idée, c'est que ce nouveau concept, on en est tous acteurs et on doit poursuivre ça. Et après, de manière plus concrète et opérationnelle, ce qu'on a appris, c'est qu'on est tous acteurs de la qualité de vie au travail dans nos organisations, qu'on a beaucoup de choses en fait à travailler sur cette notion d'innovation managériale, et que quels que soient les secteurs dans lesquels on travaille, quel que soit finalement notre marché, quelle que soit la taille de notre organisation, quels que soient en fait les statuts de notre organisation, eh ben on a des choses à faire. On a des choses à faire et tout le monde et toutes les fonctions managériales se posent les mêmes questions. C'est ça qui était surtout très, très riche. Et l'un des plus gros apprentissages, c'est celui du temps pour accompagner durablement ces changements. On ne peut pas se décréter du jour au lendemain entreprise qui met en place des nouveaux espaces de discussion, qui réfléchit aux nouveaux processus de prise de décision. Donc ça repose vraiment sur l'apprentissage sur le long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous a frappé. Ce qui nous a vraiment aussi permis de passer du temps là-dessus, c'est travailler sur l'ancrage territorial et l'ancrage local. Parce qu'échanger entre des personnes qui travaillent sur ce territoire-là, pour nous, ça nous permet d'entretenir un terreau favorable en fait, pour que ces entreprises restent durablement sur leur territoire, puissent travailler en fait, avec les universités, puissent travailler en fait, sur des échanges de compétences entre eux, puissent garder les talents et accueillir des nouvelles personnes sur des territoires comme celui de Limoges, qui ne jouit pas forcément d'une image très attractive par rapport à d'autres. Et puis, comme on est tombé en plein Covid, on ne l'avait pas anticipé. On s'est rendu compte que ça a mis un spot éclairant monstrueux en fait, sur la nécessité de prendre en questionnement en fait, les questions de conditions de travail, le télétravail notamment, enfin, tout le travail à domicile. Voilà, enfin, tout ça, ça nous a permis en fait, d'aider les managers ou d'aider les fonctions managériales à mieux intégrer cette brutalité-là. Et puis surtout, ce qu'on a appris, c'est que c'est tout bête, mais en me disant c'est quand même beaucoup mieux, qu'on n'est que des hommes et des femmes qui travaillent. Et donc, ça constitue vraiment la première richesse de nos organisations. Et c'est là-dessus en fait, qu'on essaye d'accompagner les managers, les équipes et le territoire pour prendre vraiment ça en considération. Donc, dans le détail de l'atelier 2, on essaiera avec Clotilde de revenir sur tous ces petits points-là pour que vous compreniez mieux tout ce qui s'est passé. Merci. Alors, merci aussi au FACT d'avoir cofinancé ce gros projet.
Là, je suis sur c'était un appel à projet de 2018 qui a même continué un peu sur le début de l'année et qui a été vraiment lancé au niveau des entreprises début juin. Donc, c'est vraiment le sujet d'actualité. Là, on a travaillé sur les conduites addictives et prévention. Donc, c'était un sujet qu'on avait travaillé depuis 2019. On avait déjà créé une clé sur les addictions, mais depuis, c'était resté depuis 2019. Donc, il y avait beaucoup de choses qui avaient avancé et donc, on a essayé de voir pour être un petit peu plus adapté aux besoins et aux préoccupations des entreprises, du transport et de la logistique. Donc là, on s'est rendu compte avec une enquête terrain que derrière, c'était toujours la préoccupation des chefs d'entreprise, du fait aussi de notre spécificité. C'est le risque routier, c'est on conduit des camions ou des cars, l'utilisation d'engins, de caristes, voilà, de matières dangereuses. Donc c'est quand même une préoccupation. On s'est rendu compte qu'au départ, on travaillait sur l'ensemble des addictions et hygiène de vie et on s'est recentré sur des problématiques spécifiques qui étaient vraiment une des préoccupations majeures des entreprises, l'usage de l'alcool, la consommation du cannabis, la prise inappropriée de médicaments et la dépendance numérique. On a rappelé aussi les obligations des employeurs et notamment de sensibiliser ses salariés parce qu'effectivement, c'est la responsabilité de l'employeur de le faire. Donc, c'est vrai qu'il n'existe pas grand-chose sur des outils clés en main donc, pour le transport et de la logistique. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a travaillé sur cette démarche. Et ensuite, par rapport au projet de 2019, on a voulu aller beaucoup plus loin et faire un guide employeur sur la démarche de prévention des conduites addictives et donner les premiers pas pour expliquer un petit peu toute la démarche. Et ensuite, c'était une clé, c'était un CD. Là, maintenant, tout est en ligne et sur le site de l'AFT et avec une plateforme spécifique où tout le monde peut retrouver les outils, avec une entrée libre pour tout le monde. Et par contre, pour l'employeur, on conseille de l'entreprise de s'inscrire pour pouvoir recevoir le guide, les affiches, tout ce qui a été créé. Deuxième page. Voilà, donc là, la démarche, très rapidement, mais on le détaillera peut-être plus sur l'atelier 1 si ça vous intéresse. Donc, on a constitué un comité de pilotage national, donc avec les financeurs. Donc, il y avait l'ANACT avec le FACT, la CARSAT Aquitaine et puis l'AFT, 3 cofinanceurs. On a créé un comité d'experts de médecins du travail pour effectivement valider les messages et on avait une agence de com pour l'agence de communication au Tempora. Alors, c'est parti quand même de Bordeaux, puisque je suis sur Bordeaux, mais par contre, c'est effectivement un comité national. Donc, réalisation d'une enquête pour savoir un petit peu les préoccupations et 4 principes structurants. Donc, c'est une approche par métier. Donc, on n'a pas pu aller sur tout l'ensemble des champs de la convention collective, mais c'est déjà pas mal. Les marchandises, les voyageurs et la logistique. Des niveaux de prévention adaptés aux besoins de chaque entreprise. C'est des outils qui sont effectivement adaptés aussi pour les petites entreprises et les TPE, puisqu'effectivement les gros sont structurés, mais ça intéresse aussi les petites et tous les outils sont adaptables pour les petites entreprises. Un contenu recentré sur des thématiques à fort impact, puisqu'effectivement, on a recentré sur et puis des supports numériques. Voilà. Donc, je pense que pourquoi on a travaillé sur le FAC, le maintien à l'emploi, c'est que dans notre problématique de branche, nous avons des problématiques de recrutement. On a besoin de recruter, c'est toujours difficile. Et donc, il faut attirer des nouveaux profils, mais aussi, on a une pyramide des âges vieillissante. Et donc, l'idée, c'est corrélé aux deux. Ça veut dire qu'il faut maintenir les salariés en place et des jeunes populations qui pourraient effectivement avoir des conduites addictives et puis des plus anciens aussi. Donc, on essaye de faire des sensibilisations pour les sensibiliser. Et l'axe très important, c'est l'organisation du travail peut générer des risques professionnels et les risques professionnels peuvent entraîner des conduites et des pratiques addictives. Donc, c'est ça tout le fil rouge de l'ensemble des outils.
Voilà. Oui, merci Madame Rio. Alors, Cécile Coudert de la GFIP, je vais prendre la suite de la présentation, mais avant tout, peut-être répéter la consigne parce qu'il me semble que vous ne vous êtes pas tous inscrits dans un des 3 ateliers. Alors, je vais vous rappeler atelier 1, prévention et maintien dans l'emploi pour tous, coordination et opérationnalité des acteurs. Atelier 2, qualité de vie au travail et durabilité des emplois, manager la diversité des populations pour favoriser un travail de qualité. Et atelier 3, prévention de la pénibilité et maintien dans l'emploi, les clés de votre attractivité. Donc, si vous pouviez renommer avant votre nom, en fait, indiquer tout simplement 1, 2, 3 pour qu'on puisse après vous vers l'atelier de votre choix. Voilà, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, peut-être très rapidement vous rappeler ou vous informer sur la GFIP, qui sommes-nous. Donc, nous sommes issus de la loi de 1987, cette loi qui oblige en particulier toutes les entreprises privées de 20 salariés ou plus d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Donc, nous gérons le fonds issu des contributions des entreprises qui n'atteignent pas ce quota. Donc, notre mission de service public, en fait, vise à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées en proposant des services et des aides financières au profit de ces employeurs privés qui souhaitent recruter, faire évoluer ou conserver dans l'emploi leurs collaborateurs en situation de handicap. Donc, quand on parle de maintien en emploi des salariés en situation de handicap, de quoi parle-t-on ? Voilà, merci Catherine. Donc là, il faut y voir, derrière ce terme, il faut y voir 2 définitions. Donc, c'est vraiment être dans la prévention du risque de perte d'emploi à la suite d'une altération de la santé du salarié. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on appelle altération de la santé du salarié. Cette altération pouvant être d'origine professionnelle ou non. Et ensuite, la deuxième en fait, approche qui est complémentaire, c'est être dans une démarche d'anticipation afin de permettre aux salariés de conserver son ou un emploi dans des conditions compatibles avec son état de santé et de poursuivre sa carrière professionnelle en écartant la menace d'inaptitude. Donc ça, c'est le maintien dans l'emploi au sens large du terme. Donc ensuite, quand on parle de maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, de quoi parle-t-on? Donc c'est quand un problème de santé, alors un problème au sens large, un problème physique, sensoriel, mental, psychique, maladie invalidante, ceci doit vous parler par exemple tel que hypertension, diabète, c'est quand ce problème de santé réduit les possibilités pour la personne d'obtenir ou de conserver un emploi, ces possibilités pouvant être réduites de façon temporaire ou de façon permanente. Donc, juste savoir qu'au cours de sa vie active, une personne sur 2 sera confrontée à une situation de handicap, que ce soit de façon temporaire ou durable. Et dernier aussi chiffre, 85% des travailleurs handicapés acquièrent leur handicap au cours de leur vie, soit suite à un accident de la vie ou du travail ou une maladie, etc. Donc, ensuite, le maintien dans l'emploi, sachant vraiment ces 2 définitions, finalement, pourquoi porter cette question au sein de l'entreprise ? Donc, premier grand intérêt pour l'entreprise, c'est conserver les compétences et le collectif de travail. On sait que garder vos salariés, c'est un enjeu important pour vous, dans le sens où les salariés reconnus travailleurs handicapés sont pour la majorité des salariés qui ont une grande ancienneté dans l'entreprise, qui ont donc un grand savoir-faire, qui ont réussi à développer des stratégies avec leurs collègues. Et on sait que tout ceci est vraiment porteur de compétitivité pour les entreprises, de performance en termes de productivité, d'efficacité et de qualité. On sait aussi que travailler sur le maintien dans l'emploi permet d'agir sur la qualité de vie au travail, parce que lorsque l'on mène des réflexions, que l'on recherche des solutions pour maintenir dans l'emploi une personne ou plusieurs personnes, cela aboutit à une amélioration des organisations, des conditions de travail, et tout ceci en fait bénéficie à l'ensemble des collaborateurs et participe à une bonne cohésion d'équipe et favorise donc vraiment
le travailleur ensemble, la thématique d'aujourd'hui. Ensuite, travailler sur ces questions-là permet pour vous, entreprise, de rendre visibles vos engagements dans le cadre de vos responsabilités sociétales et environnementales et également d'accroître vos bénéfices. Car travailler sur favoriser le maintien dans l'emploi permet de limiter l'absentéisme, les licenciements pour inaptitude, baisser ou annuler votre contribution si vous n'avez pas atteint votre quota de 6%, et d'autres coûts cachés, car qui dit absentéisme, licenciement, dit vous engager dans le recrutement de remplaçants, les former, c'est-à-dire des périodes en fait d'apprentissage où vous devez réorganiser les choses, et ça aussi, nous savons que ce n'est pas négligeable. Voilà. Maintenant, côté personne, bien évidemment, l'intérêt, c'est de permettre à la personne de conserver son emploi dans des conditions compatibles avec son état de santé et lui permettre de poursuivre sa carrière professionnelle. Donc maintenant, nous allons voir comment parvenir à mettre en place une démarche de maintien dans l'emploi. Donc premièrement, dans l'entreprise, avant de parler de maintien dans l'emploi, il faut vraiment que l'employeur, les managers et les différents collaborateurs connaissent ce que recouvre la notion de handicap. Aujourd'hui, c'est encore très mal connu. Les personnes pensent encore que le handicap est synonyme de personnes en fauteuil roulant, alors que l'on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de handicaps invisibles, cachés. Donc, c'est important vraiment de pouvoir avant tout sensibiliser les acteurs de l'entreprise sur ces questions-là, démystifier le handicap et bien communiquer sur ce que les personnes handicapées apportent, c'est-à-dire leurs compétences, leur volonté et leur engagement dans le travail. Ensuite, c'est aussi mettre l'accent sur le fait que pour mettre en place des process de maintien en emploi réussis, il faut arriver à détecter précocement des situations qui peuvent être pourvoyeuses de difficultés et de risques de désinsertion. Et donc repérer des signaux importants tels que des arrêts de travail répétitifs, des difficultés à tenir un poste de travail, des signes de fatigue de plus en plus importants, des problèmes relationnels qui apparaissent, etc. Donc tout ceci fait partie d'un savoir-faire de base, un socle commun à transmettre aux acteurs au sein de l'entreprise pour ensuite pouvoir en fait passer sur la deuxième étape qui est de connaître les acteurs qui vont pouvoir vous aider, entreprise, à mettre en place une démarche de ce type, une démarche de maintien dans l'emploi. Donc, les acteurs dans l'entreprise et les acteurs hors entreprise. Donc, une démarche de ce type, c'est-à-dire une démarche de conduite de projet où, en fait, on a 5 étapes indispensables, c'est-à-dire détecter les situations à risque, poser un diagnostic des besoins, rechercher des solutions, mettre en place les solutions et surtout suivre sur ce qu'il se passe après la mise en place de ces solutions pour éventuellement réajuster la situation. Donc tout ceci se fait de façon pluridisciplinaire. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs acteurs, l'employeur bien sûr, la personne et autour d'autres acteurs qui vont apporter chacun leurs compétences pour poser un bon diagnostic, objectiver les choses et rechercher des solutions. On le verra, en fait, cette démarche-là, c'est ce qui unit aussi tous les projets aujourd'hui dont on a commencé à vous parler et dont on va vous parler dans les ateliers. On est vraiment sur une démarche, sur un collectif et sur un travailler ensemble. Ensuite, dernier point important, c'est quelle que soit la taille et la structuration des entreprises, tous les collaborateurs doivent avoir une idée claire de qui fait quoi, à quel moment dans le process de maintien dans l'emploi. Donc maintenant, on va voir, quand on parle de maintien dans l'emploi, en fait, les approches possibles et donc 2 approches qui se répondent. Une approche individuelle, c'est-à-dire une intervention dans l'entreprise spécifiquement, mais il peut aussi y avoir une approche collective. C'est ça aussi qui fait le lien avec les projets qui vous sont présentés aujourd'hui, où là, dans l'approche collective, on est sur l'intervention par un porteur de projet qui représente différentes entreprises et qui va venir mener une action qui va permettre d'outiller l'ensemble des entreprises sur une question donnée. Et là, en ce qui nous concerne, c'est sur la question du maintien dans l'emploi. Donc, si on revient sur l'approche individuelle,
une approche intervention dans l'entreprise. Le maintien dans l'emploi, en fait, il peut se retrouver à 3 niveaux. Un premier niveau qui est accompagner une situation individuelle de maintien dans l'emploi. Là, on est vraiment sur le couple employeur et salarié en situation de risque de désinsertion, en situation de difficulté liée à son état de santé. Et on sait que si on ne fait rien, si on n'anticipe pas, il risque d'y avoir désinsertion professionnelle par la suite. Ensuite, un deuxième niveau où l'entreprise peut être dans une démarche stratégique de développer des process autour du maintien dans l'emploi pour favoriser le maintien dans l'emploi. On le verra tout à l'heure, vous avez aussi notamment l'AGEFIP qui peut vous aider sur ces aspects-là. Et ensuite, nous avons un troisième niveau lorsque l'entreprise introduit le sujet du maintien dans l'emploi dans ses projets. Projet pénibilité, projet prévention des risques, projet attractivité. Et donc là, c'est l'entreprise qui, dans tous ses projets, porte la question du maintien dans l'emploi. Et donc la petite flèche là, entre ces 3 carrés signifie qu'en fait, ces 3 approches-là sont bien évidemment complémentaires et s'alimentent mutuellement. Ensuite, côté approche collective. Là également, l'approche collective s'alimente aussi des approches individuelles qu'on vient de voir. Donc, côté approche collective, on peut voir 3 approches qui se complètent. Donc, une première approche qui est initier des diagnostics et plans d'action dans chaque entreprise. Ces diagnostics et plans d'action vont venir alimenter les échanges de pratiques, la capitalisation entre un collectif d'entreprises volontaires pour échanger et finalement gagner en compétences sur les actions menées en faveur du maintien dans l'emploi. Et qui voit aussi toute son utilité dans le fait de transférer au plus grand nombre ensuite les résultats, les bonnes pratiques qui en ressortent, toute la capitalisation qui est autour de ce sujet pour que d'autres entreprises du même secteur ou de secteurs différents puissent s'emparer du sujet. Donc ensuite, les acteurs ressources. Donc on a déjà effleuré le sujet un peu tout à l'heure. Les acteurs de premier niveau pour vous, employeurs, sont bien évidemment au centre, vous service RH, vous manager, etc. Et bien entendu, le salarié, puisque la volonté de l'un et de l'autre est essentielle pour initier et mener à bien une démarche de maintien dans l'emploi. Ces acteurs-là sont primordiaux, qu'on soit dans une approche individuelle ou dans une approche collective. Hein. Tous les acteurs qu'on a regroupés sur cette planche-là. Donc, on n'a pas le temps là, de rentrer dans le détail de tous ces acteurs, peut-être juste cibler un acteur incontournable, la médecine du travail, qui va vous aider à détecter et traiter le problème lié à l'état de santé et qui va vous aider avec son expertise santé à rechercher des solutions organisationnelles, techniques, en termes de formation pour vous permettre de maintenir le salarié dans votre entreprise. Et il y a également un service qui s'appelle le Cap Emploi. Donc, c'est un service gratuit. C'est un organisme expert sur les questions du handicap qui va pouvoir vous aider, vous et votre employé, à poser un diagnostic, rechercher des solutions pour conserver votre salarié et il va également pouvoir initier une coordination entre tous les acteurs là qu'on a répertoriés sur cette planche. Vous, le service santé au travail, éventuellement d'autres acteurs tels que le service social de la CARSAT, lorsque le salarié est en arrêt de travail, des fournisseurs, etc., pour rechercher des solutions efficaces, pérennes et réalistes. C'est un service gratuit, je le rappelle, et c'est un service qui est financé notamment par l'AGEFIP. Donc, en parlant d'AGEFIP, nous allons poursuivre sur quelle contribution de l'AGEFIP à la question du maintien dans l'emploi. Donc là, nous avons repris ce schéma de approche individuelle et approche collective. Donc, concernant l'approche individuelle de maintien dans l'emploi, on vient de le dire, en fait, on cofinance les Cap Emploi, acteurs essentiels pour vous aider dans cette démarche-là d'accompagnement individuel. Et on finance également des services et des aides financières. Donc, des aides pour vous aider à aménager des postes, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, et des services spécialisés d'experts dans les différents types de handicap pour trouver vraiment le meilleur compromis, la meilleure solution pour le maintien dans l'emploi de vos salariés. Ensuite, sur les approches plus globales de démarches stratégiques en faveur du maintien dans l'emploi, l'AGEFIP vous propose en direct un service gratuit.
Donc, c'est une offre conseil et accompagnement pour venir sensibiliser vos équipes, vous-même au handicap, poser un diagnostic, un plan d'action, vous accompagner dans la mise en œuvre de process qui vont vous permettre d'inclure cette question du handicap dans vos politiques emploi. Donc, parmi les personnes qui délivrent ce service, donc il y a Elvire Hernandez qui vous a parlé en introduction de ce webinaire, et on verra aussi, on vous a mis une planche qui répertorie en fait tous vos contacts en Nouvelle-Aquitaine. Donc ensuite, concernant l'approche collective, l'AGEFIP participe à des projets par secteur d'activité ou thématique. Par exemple, par secteur d'activité, en ce moment, nous sommes en train de développer un partenariat avec la Fédération du transport sur la question de l'emploi et du handicap, pour notamment les raisons évoquées par Madame Rio tout à l'heure. Et ensuite, les projets peuvent être initiés par l'AGEFIP, ou l'AGEFIP peut être conviée à participer à des projets existants, par exemple en partenariat avec l'ARACT sur des projets d'attractivité, de pénibilité, etc. Dernier point, l'AGEFIP anime et propose des échanges entre référents handicap d'entreprise dans le cadre de son réseau des référents handicap. Voilà, nous vous proposons maintenant en fait une planche qui synthétise les services et les aides AGEFIP, donc là avec un focus maintien dans l'emploi. Donc l'idée là, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous pourrez revenir en fait sur cette planche là, puisque nous allons vous envoyer ce PowerPoint à la suite de cette matinée. Et donc, vous retrouverez donc les aides et les prestations, les services dont vous pouvez bénéficier pour poser un bon diagnostic et puis pour vous aider à financer les solutions que vous aurez trouvées. Et donc, pour finir, vous trouverez donc dans la page suivante, comme je le disais, les coordonnées des collaborateurs AGEFIP qui interviennent en direct, que vous pouvez solliciter en direct sur les approches stratégiques, maintien dans l'emploi et sur les approches RRH, et ainsi que l'adresse de notre site où vous retrouverez beaucoup d'informations et notamment un centre ressources avec des vidéos, avec la capitalisation d'expériences, de bonnes pratiques sur les différents sujets. Donc maintenant, je vous remercie pour votre attention et puis je vais repasser la parole à Catherine Barbeau de l'ARACT qui va vous rappeler les 3 ateliers qui vont se maintenir maintenant et ateliers qui seront suivis par un retour en plénière pour conclure tous ensemble sur cette matinée. Oui, alors comme on vous l'a présenté au début, donc maintenant on va créer 3 salles dans lesquelles on va vous affecter. Donc je vous remercie de bien vouloir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, parce que je ne vous vois plus là en fait, de bien nommer le numéro de l'atelier avant votre nom pour que notre collègue puisse vous affecter dans la bonne salle. Donc l'atelier numéro 1, pour rappel, se portera sur la prévention et le maintien dans l'emploi pour tous, coordination et opérationnalité des acteurs avec 3 porteurs, le service de santé au travail de la Dordogne, l'AFT et le cluster Goazen qui vont participer activement à cet atelier. L'atelier numéro 2 qui porte sur la qualité de vie au travail et la durabilité des emplois, comment manager la diversité des populations au travail pour favoriser un travail de qualité, donc avec l'entreprise, la structure Créail et l'Office du tourisme de Limoges. Et l'atelier numéro 3 qui va porter sur la prévention et la pénibilité, le maintien dans l'emploi, les clés pour votre attractivité, avec l'ANEFA des Landes qui sera représentée par un membre de l'ARAC Nouvelle-Aquitaine et l'entreprise Larrey et Fils. Maintenant, tout le monde va être basculé maintenant. Du coup, oui. En effet, on avait une intuition. On avait également posé des objectifs. Hein. On n'avait pas fait ça qu'au hasard et seulement suite à une intuition de notre part. On avait quand même observé à la MONA, et Charlotte et moi, du coup, ma collègue, que les organisations, la société, le monde du travail étaient hyper questionnés. Et donc, en fait, on s'était dit, et nous, on est la MONA, une tête de réseau qui professionnalise notre secteur d'activité. Et on est
reconnus et compétents sur la mise en place d'actions de formation sur tous les sujets en fait, du tourisme. Et ce qu'on s'est dit, c'était que la formation, c'était bien, c'était essentiel, mais l'accompagnement sur un temps long et questionner en fait, le pourquoi du travail et comment les gens s'organisent pour travailler, ça nous a semblé hyper, encore plus important. Donc, un des premiers objectifs qu'on avait, c'était vraiment donner du sens dans le travail, au fonctionnement de toutes nos organisations, et pas que se former, pas que dérouler en fait la machine. Donc, vraiment se poser et réfléchir à ça. Le second, ça a été aussi de se dire que quand on est entre pairs, on a aussi la possibilité d'apprendre. Et que c'est pour ça qu'on a développé et qu'on s'est formé sur des processus de facilitation par l'intelligence collective et pas avec une procédure type formation ou consultant ou coach, descendant ou formateur. Et donc, voilà, ça a été aussi un des objectifs, c'est que la communauté, les managers entre eux puissent travailler, puissent apprendre, puissent poser une question, avoir un besoin et trouver en face une solution à cette attente. Donc, c'était aussi ça qui était intéressant. L'autre, c'était que du coup, on voulait savoir ce qui se passe sur les territoires parce que on a été aussi conscient que dans les offices de tourisme et donc sur des territoires, on travaille sur la valorisation d'une destination et que les personnes qui travaillent dans ces offices de tourisme et les personnes qui travaillent globalement dans les organisations, comme à Limoges, c'est des gens qui sont à la fois visiteurs, à la fois citoyens, à la fois salariés. Donc, en fait, on a voulu que tout ça soit mis en questionnement aussi. Et l'autre, c'était justement ce que je disais tout à l'heure sur notre approche de la formation. C'est pour ça que il y avait une approche vraiment sur la multimodalité de la formation, du présentiel, du distanciel, de l'accompagnement individuel, de la formation collective, du co-développement collectif, de l'intelligence collective. Donc voilà, tout un tas de panels, un panel assez large en fait dans l'accompagnement. Et donc voilà, vraiment pour poser en fait pourquoi et comment, on était vraiment là-dessus en fait avec une approche d'échange, une approche de mise en pratique, de test, une approche de posture et de prise de hauteur, de remise en question. On n'a pas été voir n'importe quelles organisations, on a été voir des organisations qui étaient emblématiques du territoire. On s'est également, Charlotte, de personnes avec des fonctions managériales qui étaient sensibles déjà un petit peu à ça ou qu'on se sentait sensible à ça pour pouvoir apprendre davantage en fait. On n'était pas encore sur une étape d'évangélisation entre guillemets. Voilà, on était vraiment sur une étape on consolide les sensibilités en fait qui sont déjà sur ces approches-là pour mieux comprendre et leur permettre de tester. Et on était vraiment sur la création d'un écosystème. Le but, c'est que tout ça continue de vivre et que ce collectif trouve sa place dans le territoire. Donc voilà, de manière très globale et un peu plus précise, voilà un petit peu pourquoi Limoges Act au démarrage. Est-ce que vous pouvez je reste avec pour l'instant l'Office de tourisme, on passera après au CREAI. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire, nous citer deux ou trois résultats, même si vous venez d'en évoquer certains, c'est notamment la pérennité de cette action dans le territoire et l'ancrage dans le territoire. Est-ce que vous pouvez juste très rapidement nous citer un ou deux résultats ? Peut-être que moi, je vais commencer par un résultat allez-y. Au niveau de l'Office de tourisme de Limoges. Bien sûr. En tant que manager, je me suis questionnée et très clairement, ça a permis d'avoir des échanges, de travailler avec l'équipe sur l'autonomisation en fait, de mes collaborateurs. Donc, on a mis en place une gestion autonome des plannings, des outils de communication. On a eu des étapes de co-construction aussi du plan d'action. Donc, un dialogue interne largement facilité par cette approche-là. J'ai 12 enseignements. Je ne vais pas vous les citer tous les 12. Je vais insister sur ceux qui, moi, me parlent le plus et qui m'ont marqué. Le premier, c'est le temps long de la transformation. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans le web échange introductif. En fait, c'est pas parce qu'on est formé avec 8 rendez-vous dans l'année, voilà, tout ça qu'on a tout compris. Parce que c'est de l'apprentissage de tout le temps. Donc, c'est voilà, du temps long pour accomplir cette transformation. Le second, c'est l'envie. Je dis souvent que l'envie et le temps, c'est la même chose. Quand on a envie, on prend le temps de le faire. Mais clairement, cette prise de hauteur, cette posture, en fait, de se questionner, de questionner le collectif sur cette envie,
et d'éviter le fait que chez moi, c'est différent, chez moi, ce n'est pas possible. Clairement, en fait, on s'est rendu compte que c'est possible partout, avec des difficultés, hein, mais que voilà. Et le troisième, en fait, c'est que c'est politique. En fait, chacun est concerné, en fait, par le côté qualité de vie au travail. Et que voilà, la politique, c'est créer les espaces entre les organisations, entre les humains. Donc, clairement, pour ça, nous, on a vraiment imaginé ce parcours-là. Enfin, un des apprentissages majeurs, c'est que c'est politique, tout le monde est concerné, qu'il faut le temps pour le faire et l'envie de se poser ces questions-là, en fait, de réfléchir à plusieurs et de construire à plusieurs. Donc, voilà, c'est un peu dans les nuages, c'est un peu vaporeux. Concrètement, on a fait plein de choses, mais l'intention et les objectifs forts derrière, c'était ceci, quoi. Je ne sais pas si c'est dans les nuages, mais c'est au moins dans le sujet de la semaine de la qualité de vie au travail avec la question du travailler ensemble. Ça, c'est sûr. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour la deuxième question. Je vais parler à Lucie si elle est prête. Lucie, elle fait partie du CREAI, donc on peut... alors, se sont aménagés, je dirais, entre guillemets, avec l'appel à projet, compte tenu du contexte Covid existant. C'est sûr que dans le secteur, c'était compliqué de partir directement sur la QVT en faisant l'impasse du Covid. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est la démarche qui a été mise en place autour quand même des managers. Et là aussi, avec l'idée quand même du collectif et de la démarche participative et une intelligence collective qui devait aboutir. Je vous laisse la parole pour la première question, enfin les deux premières questions, les deux en une, à la fois pour nous évoquer la démarche que vous avez mise en place et les acteurs concernés, et puis quelques résultats probants pour donner des exemples. D'accord. Lucie ? Alors, oui, donc effectivement, ce travail, juste je fais une petite précision, a été mené par le CREAI, mais aussi par Ergo Prévention et mon collègue Patrick Sagori qui devait nous rejoindre, mais qui n'a pas réussi à rentrer dans la salle. Donc voilà, on s'excuse pour lui et bon, il ne devait pas forcément intervenir dans la présentation en tant que tel, mais être présent pour les questions. Donc voilà. En tout cas, on a réalisé ce travail avec lui. Et effectivement, à l'origine, le financement ne portait pas sur l'étude qu'on a réalisée in fine, mais portait, je vais quand même en dire deux mots pour voilà, contextualiser. Et, on a à cœur et on aimerait beaucoup pouvoir reprendre ce travail lorsque les jours seront meilleurs pour ces structures. En tout cas, à l'origine, le projet qui avait été déposé, pour lequel on avait reçu le financement, c'était de prévenir les difficultés de recrutement et le manque d'attractivité en EHPAD en agissant sur les plannings pour améliorer la qualité de vie au travail. Donc, on était vraiment sur un constat d'un public accompagné, de plus en plus dépendant et une charge importante. Ah, mon collègue Patrick est arrivé. Oui, j'allais vous le dire. Il arrive certainement de très loin. Puisque... Oui. Mais Patrick est là. Patrick est avec nous. Voilà, super. Donc, je démarre tout juste, Patrick. Donc présenter ce travail, c'était vraiment d'être sur ce constat de problématiques d'absentéisme important, de difficultés de recrutement pour ces structures, pour ces EHPAD. Et donc, l'idée était vraiment d'être sur un travail collectif, déjà à ce moment-là, spécifique sur les plannings de travail, en vue de les rendre plus attractifs et plus équitables pour les professionnels, tout en répondant au mieux aux besoins des résidents et en intégrant dans leur construction la prise en compte de critères QVT. Donc, on avait démarré, surtout Patrick et donc ma collègue Agathe Soubi, qui est psychologue du travail. Et c'est vrai que c'était plutôt une action collective. Donc, il y avait vraiment un travail de co-réalisation et de co-création avec les structures. Et puis, le Covid est arrivé. Donc, bien évidemment, les EHPAD n'étaient plus du tout disponibles et n'avaient plus du tout le temps pour pouvoir travailler là-dessus, en tout cas sur cet axe-là. Donc, effectivement, on a réorienté l'accompagnement et on a proposé de plutôt faire une étude une étude de diagnostic de la crise sanitaire afin de recenser et de mieux comprendre les situations auxquelles les EHPAD étaient confrontés, de repérer les situations de fragilité, mais aussi les modèles d'adaptation, afin aussi on n'avait pas trop de visibilité à ce moment-là sur le futur, mais l'idée était de pouvoir à un moment donné, arriver à capitaliser là-dessus et sur l'ensemble de ces initiatives mises en œuvre. Et puis, toujours en ayant en tête le fait que dans cette crise sanitaire, ils avaient dû faire face à des situations nouvelles, inconnues jusque-là, et qui les avaient un petit peu obligés à questionner leur organisation, à adapter leur organisation et leur fonctionnement pour pouvoir maintenir la qualité de l'accompagnement auprès des résidents.
Et donc, à travers ce questionnement et cette réorganisation, on s'est dit qu'il y aurait des conséquences sur l'organisation du travail. Alors, on a fait l'hypothèse sur les plannings, sur les fiches de poste, etc. Et aussi sur les relations avec les familles et avec les résidents eux-mêmes et tous partenaires avec lesquels elles avaient l'habitude de travailler. Donc, in fine, c'est vrai qu'on n'était plus dans un accompagnement tel qu'imaginé au début, on était plus dans essayer de faire un état des lieux un petit peu de la situation pour elles, mais toujours en ayant en tête quand même de voir quels leviers elles avaient pu activer pour être toujours quand même dans ce souci du maintien de l'emploi, de l'attractivité dans des périodes de crise comme ça qui mettaient à mal quand même et les relations et les conditions de travail. Donc, on a ressollicité l'échantillon de départ sur la première version du projet, voilà, et 3 d'entre elles sur les 8 qui participaient à la démarche initiale ont souhaité voilà, participer à cette phase d'études. On a recruté après, on est allé solliciter d'autres structures pour savoir si elles étaient volontaires pour travailler avec nous. Et effectivement, on a fini avec un échantillon de 10 EHPAD qui ont bien voulu participer à cette démarche-là, sachant qu'après, on a fait une proposition méthodologique que je vais vous présenter en quelques mots, et certaines n'ont pas forcément voulu s'impliquer sur toutes les étapes au regard de la situation et voilà, des difficultés de savoir le jour pour le lendemain comment ça allait se passer dans leur structure. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'en termes méthodologiques, dès le début, on a quand même été très, très vigilants sur le fait d'être dans une méthodologie la plus légère, entre guillemets, possible pour les structures, afin justement de pouvoir s'adapter à ces phases un peu de crise, de descente, de montée, sur lesquelles on n'avait aucune visibilité, et d'essayer de les solliciter le moins possible, voilà, pour pas perturber plus que ça ou davantage les conditions de travail dans lesquelles elles exerçaient à ce moment-là. Donc, en termes de méthodologie, on a fait ça en 2 temps. Un premier temps, fin mai, début juin, donc juste après la phase de déconfinement et l'ouverture des établissements de manière progressive, où on a fait des entretiens donc en visio avec les directions d'établissement, et puis on a fait des focus group avec des salariés. Et puis, il y a eu aussi un travail important de récolte des documents pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient produit à ce moment-là, notamment les PRA, les PCA, les plans de reprise d'activité, les plans de continuité d'activité. Donc, on est allé un petit peu regarder tout ça. Et un deuxième temps, donc on a laissé passer l'été, on les suivait, on regardait un petit peu comment ça se passait, avec toujours l'inquiétude très importante d'un cluster. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est important de suivre et de garder le lien. Et puis, un deuxième temps aussi avec des entretiens pour faire un petit peu le point et le bilan et voir un petit peu ce qui s'était passé à ce moment-là. Peut-être donc sur les points principaux, déjà au niveau de la méthodo, les points de réussite, ça a été de pouvoir quand même transformer l'action et s'adapter à la situation, ce qui n'était pas gagné et surtout pas évident de la part de ces structures-là, qu'on remercie beaucoup d'avoir bien voulu prendre un petit peu de temps. Alors, on verra aussi que c'était à leur bénéfice, en tout cas on l'espère, et c'est ce qu'elles ont quand même aussi témoigné, de pouvoir prendre un petit peu de recul sur la situation, de pouvoir regarder un petit peu les pratiques qu'elles ont pu mettre en place et échanger avec d'autres personnes dans la même situation, en adaptant bien sûr la méthodologie le plus possible. Par contre, effectivement, à l'inverse, on a eu quand même du mal à maintenir le lien parce que ça s'inscrit dans la durée au bout d'un moment. Et effectivement, par rapport à ce qu'on avait pensé en amont, on avait fait une très belle méthodologie avec début de crise, milieu de crise, sortie de crise. Autant vous dire que la sortie de crise, on ne l'a pas du tout vue et que quand on a terminé, nous, la partie études, et effectivement, on n'était pas du tout dans ce vocable-là en tout cas. Et donc, en tout cas, là-dessus, il a fallu beaucoup s'ajuster à cette temporalité. Lucie, je vais me permettre de vous stopper sur la méthodologie. Peut-être un résultat marquant. Je crois que vous aviez évoqué lors de nos précédentes réunions la question du turnover, la question des plaintes enregistrées et le fait, je crois, de poser cette action-là comme une opportunité plutôt que finalement une opportunité de travailler sur les conditions de travail et sur le travail des activités. Je vous laisse pas longtemps. Oui, d'accord. Effectivement, alors c'est vrai que c'était une étude où on était beaucoup dans les constats aussi, mais en fait, ce qu'on a noté, c'est que, au-delà du fait qu'on a vite observé, tel que ça a été déjà véhiculé, mais qu'elles n'étaient pas prêtes pour faire face à cette situation, elles manquaient d'énormément de ressources sur lesquelles elles avaient déjà fait le constat avant la crise que ce n'était pas suffisant. Donc, on imagine qu'en temps de crise, c'était encore plus exacerbé, que ce soit des ressources en interne, des ressources humaines avec les difficultés de recrutement,
que ce soit des ressources matérielles avec les EPI, mais pas que, hein, les plateaux, etc. Comment on arrive à faire face à des situations rapidement avec du matériel disponible, des ressources limitées aussi au niveau architecture. Enfin voilà, tous ces constats-là qui étaient déjà préexistants à la crise ont été exacerbés et ont montré qu'effectivement, elles n'étaient pas du tout prêtes à ce moment-là. Après, c'est vrai, ce qu'on a pu voir, c'est que de manière assez positive, il y a quand même eu un certain nombre d'innovations. Elles ont fait preuve de capacité d'adaptation impressionnante et elles ont su être très réactives face à cette situation. Et notamment, un des points positifs, ça a été l'implication et la forte conscience professionnelle des équipes qui étaient souvent un petit peu mis à mal voilà, dans les constats. Et là, en tout cas, en situation de crise, effectivement, il y a eu un investissement très fort de chacun, avec un turnover qui a été particulièrement plus faible à ce moment-là. Pour l'instant, elles font encore le constat que ce turnover reste inférieur à celui qui était avant la crise. Maintenant, on va voir comment ça va s'inscrire dans la durée, parce qu'on sait que l'impact, il peut arriver avec des vagues un petit peu successives. Donc, elles commencent déjà à être bien fragilisées au niveau des conséquences pour leurs équipes. Et effectivement, on a vu en tout cas des innovations organisationnelles se mettre en place, notamment en termes managériels, où elles ont dû, par défaut ou par volonté, beaucoup plus intégrer les équipes dans la co-construction et la co-réalisation des décisions et des changements organisationnels, de fonctionnement, qui a été quand même perçu de manière très positive, avec une implication beaucoup plus forte sur le terrain, bien sûr beaucoup plus chronophage, mais beaucoup plus de proximité. Et tout ça, c'est vrai que ça a changé un petit peu les relations, avec une disponibilité plus importante en termes d'écoute aussi, parce que c'était des périodes de tension, de stress, d'anxiété beaucoup plus importantes à ce moment-là, et les directions ont dû aussi accompagner cet aspect qui n'était pas forcément très présent auparavant. Et donc, effectivement, tout ça, c'était ils ont commencé à essayer de retrouver des leviers pour aussi être dans la gestion du stress, le maintien de la motivation. On va peut-être parler de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire dans la deuxième question. Je vais reprendre la parole. Alors, ce que je retiens peut-être de vos deux interventions, et c'est ce qu'on avait déjà vu dans les groupes, c'est qu'effectivement, on est sur des interventions où la question de la qualité de vie au travail a amené une réflexion sur l'innovation organisationnelle, sur la question de la participation, de l'implication alors à la fois ou des entreprises ou alors des managers. Donc, ça me permet de rebondir, puisqu'on est quand même sur la question du maintien dans l'emploi et de l'attractivité. Donc, dans les perspectives et vu tous nos échanges, parce que nous avons eu de nombreux échanges sur cette question du maintien sur les personnes en situation de handicap et autres, c'est vrai que je crois que Office du tourisme et Mona ont évoqué la question de la diversité de la population. Et peut-être vous aussi d'ailleurs, on le sait, dans les secteurs EHPAD, la question du maintien est aujourd'hui une question cruciale. Est-ce que dans les perspectives pour demain, pour aller plus loin, qu'est-ce que vous avez pensé ou pas pour aller plus loin sur la question du maintien dans l'emploi? Je vais laisser la parole d'abord à Charlotte et à Florent. Je ne sais pas lequel, peut-être les deux. Je peux commencer à répondre. Alors nous, cette question du handicap et du maintien de l'emploi n'a pas été posée comme ça, de manière claire. Par rapport à l'intuition et nos objectifs de départ que je vous ai présentés tout à l'heure, en fait, la question de travailler vraiment sur ce focus-là n'a pas été pris. Et comme on a avancé de manière itérative et par intelligence collective, en fait, on n'a pas mis ce sujet sur la table. Il est venu progressivement. Celui qui est venu très rapidement, c'est la question de la diversité, puisqu'on était un groupe, un collectif de différents univers, différents statuts, différents marchés, la culture, l'industrie, le tourisme et le digital, de tailles complètement différentes, des petites structures de moins de 10 ou juste 10 à des structures de plus de 100 personnes. En revanche, ce qu'on a vraiment essayé de travailler, c'est le côté humain des hommes. Certaines entreprises avaient dans leurs organisations, surtout sur le digital, des personnes Asperger, des choses comme ça. Donc, toutes ces questions-là, en fait, ont été traitées, mais jamais avec un focus très, très fort là-dessus. Ce qu'on a vraiment appris, c'est que la mixité, la diversité, ces échanges interculturels, intersectoriels, en fait, c'est ça qui, du coup, nous a intéressés. C'est là-dessus en fait, qu'on a construit cette notion-là en fait, de maintien de l'emploi, d'attractivité du territoire, de fidélisation de nos salariés, de travailler avec les
l'idée de travailler avec les universités, même si c'est des choses qui sont encore à l'idée de projet. Dans la suite, en fait, ce qu'aujourd'hui le Limoges Act fait, c'est qu'il se réunit une fois par mois. Il alterne des séances de co-développement pour continuer à essaimer cette culture qualité de vie au travail dans les organisations. Et il alterne donc des séances de structuration pour savoir comment ce collectif s'ancre de manière plus durable sur ce territoire-là. Donc un rendez-vous hebdomadaire en alternance avec ces deux objectifs-là. Et aujourd'hui, en fait, on continue de travailler. Donc, les managers sont sensibilisés, mais si on continue de les accompagner avec des séances de co-développement, on commence à essaimer ça dans les équipes. Et on commence du coup à faire des intras, des formations d'intra, sur la base d'intelligence collective, sur la base de travailler par exemple sur les accords d'entreprise. On accompagne une des organisations du Limoges Act à co-construire leurs accords d'entreprise. Et c'est une structure qui travaille sur la francophonie, donc la diversité, elle est clairement là. Et le rôle qu'ils ont avec des artistes qui viennent du monde entier, soit pour véhiculer la langue française. Donc voilà, l'idée, c'est que tout le monde trouve du sens là-dedans et que les accords d'entreprise sur leurs conditions de travail soient en adéquation avec la raison d'être de cette organisation. Donc c'est comme ça que nous, on aborde cette question de l'emploi. Et voilà, donc, et aujourd'hui, on cherche à trouver ce collectif cherche à trouver sa place avec ce qui existe déjà sur le territoire, avec les initiatives qui existent déjà sur le territoire, avec les volontés politiques, avec les possibilités des entreprises à dégager du temps et des moyens là-dessus. Donc voilà un petit peu aujourd'hui où on est. Est-ce que Lucie, vous voulez être très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, je vois ma collègue qui nous annonce 5 minutes, donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Clotilde, pardon, Charlotte. Non, c'est bon. Lucie, par rapport à cette question des perspectives, de la question du maintien dans l'emploi, aujourd'hui, c'était le sujet, on a bien vu, vous étiez dans un contexte difficile, vous étiez sur la QVT. Demain, est-ce que vous avez quelques perspectives là-dessus ou pas? Oui, de toute façon, ça va être de capitaliser sur toutes ces expériences-là et de voir effectivement au regard des innovations dont on fait preuve ces structures, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas et qu'est-ce qui va vraiment être des leviers intéressants à continuer à activer pour justement être dans cette attractivité et maintien dans l'emploi pour une meilleure qualité de vie au travail de ces structures. Donc, que ce soit Patrick avec Ergo Prévention ou le CREAI, nous, on accompagne de toute façon les structures dans cette réflexion-là. Et donc, déjà, certaines d'entre elles nous sollicitent pour être justement davantage dans une démarche de retour d'expérience, REX, qui va aussi nécessiter de réfléchir à tous ces aspects-là. Et en tout cas, effectivement, l'idée va être de continuer dans les accompagnements qu'on peut faire par ailleurs, que ce soit pour l'élaboration de leur projet d'établissement, pour les CEPOM, pour toutes ces choses qu'on fait dans notre travail quotidien, d'intégrer toute cette expérience-là en termes de qu'est-ce qui va être un levier dans la qualité de vie au travail qui va permettre un maintien dans l'emploi et favoriser l'attractivité avec aussi une notion importante de prévention, d'éviter aussi qu'il y ait une sortie de l'emploi parce qu'on va mettre des conditions de travail de qualité et en faveur des professionnels tout en tenant compte de la qualité de vie des personnes qui les accompagnent. Merci. Sophie ou Gaëtan, est-ce que nous avons des questions ou pas? Je crois que Patrick voulait juste… Ah, Patrick, excuse-moi, oui, Patrick. Oui, alors, tu es très bref, hein, Patrick, bonjour. Je vais être très bref. Rebonjour, Dominique. Juste 2 illustrations sur des innovations organisationnelles qu'on a pu observer, par exemple, tout ce qui concerne autour de la question de l'animation. En caricature, la pratique dominante, c'est de demander aux gens, antérieure, c'est de demander aux résidents de s'inscrire à des animations. Et là, à l'occasion de la crise du Covid, les animateurs sont allés au contact des résidents pour juste leur demander ce qu'ils aimeraient faire. Donc là, il y a une remise en avant davantage du care, et je pense que ça, on en tirera des enseignements et qui contribuent en tous les cas à améliorer les conditions de travail des soignants aussi. Et puis l'autre élément sur l'innovation managériale. On a vu dans un EHPAD, par exemple, qu'il était possible, c'est le choix qui a été fait dans cet EHPAD, qu'il était possible de se parler tous les matins, tous ensemble, tous les présents, un quart d'heure pour donner toutes les informations, répondre à toutes les questions. Là aussi, du côté
du côté de l'impact sur l'épuisement professionnel, l'épuisement psychique, il y a des choses, il y a sûrement des enseignements très positifs à en tirer. Je m'arrête là. Belle conclusion sur le travailler ensemble qu'a voulu la semaine de la qualité de l'ANACT. C'est vrai que là, vous êtes quand même deux exemples de projets qui correspondent vraiment à ce que souhaite le réseau ANACT-ARACT et je pense que le FACT va là-dedans. Alors, c'est vrai que là, dans cette manifestation, on est plus en collaboration avec la GFIP et on est persuadé, la GFIP autant que l'ARACT, que ces questions-là sont fortement liées. Elvire l'a précisé tout à l'heure, hein, la question du maintien de l'emploi ne peut pas être dissociée de la question de la QVT et inversement. Je vais vous rebasculer du coup en grande salle. On t'attendait, Sophie, avec impatience. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Charge de conclure cette matinée. D'abord, je souhaite remercier tout le monde, y compris nos collègues en back-office qui nous ont accompagnés. Je parle de Sophie et Gaëtan. Sur la réalisation de ce webinaire. Alors, juste une conclusion assez brève, mais pour dire quand même, on voit bien, même si le sujet de la question du maintien de l'emploi, n'a pas été fortement mis en avant. On voit quand même dans les discussions, et surtout nous on l'a vu, peut-être pas vous, mais nous on l'a vu dans les discussions de préparation pour cette manifestation, que la question du maintien reste un déterminant essentiel de la QVT. Ce n'est pas pour rien que l'ANACT a mis en place la question de la QVT et maintien dans l'emploi en termes de problématiques majeures. La même façon, on l'a vu sur certains projets comme le CREAI, je pense à l'ARER, je pense à la NEFA, la question de la maintien et de la prévention sont indissociables. C'est-à-dire quand on parle de la question de prévention, on ne peut pas faire l'impasse de parler de la question du maintien dans l'emploi et inversement. Pour une entreprise, dans sa démarche globale et dans sa réflexion, on va toujours avoir ces deux données là deux problématiques qui vont se recouper ou au moins l'une dans l'autre inversement. Le maintien aussi, et ça je crois qu'Elvire et Cécile en ont parlé aussi, ça reste une opportunité d'un projet stratégique, c'est-à-dire que souvent la question du maintien marche à côté de tout l'ensemble des projets. On voit bien que le maintien va toucher à l'ensemble des déterminants d'une entreprise et que ça devient une stratégie d'entreprise et ça peut devenir une opportunité de projet d'entreprise. Pour ce faire, il faudra, et ça a été expliqué aussi dans la présentation mise en place par Elvire et Cécile de la GFIP, c'est-à-dire une démarche projet, c'est-à-dire qu'il faudra considérer la question du maintien comme un projet stratégique. Du coup, derrière, il va falloir structurer un projet comme un vrai projet d'entreprise et qui va nécessiter, on le voit dans pas mal de projets, de la coordination, de la cohérence. Je pense à ST24, je pense à l'Office du tourisme, donc tout ça, à un moment donné, il y a une volonté politique qui fait qu'à un moment donné, on essaie de voir de quelle manière on va donner de la cohérence à l'ensemble des déterminants ou des projets d'une action collective. Et bien sûr, une bonne coordination, ce qui nécessite quand même une démarche de projet structurée. Le maintien pour nous et pour tous, je pense que ça c'est ce qu'on a partagé. Alors l'ensemble des porteurs, même s'il y a eu des grandes discussions, la GFIP et l'ARACT, c'est un projet à part entière qui nécessite une pluridisciplinarité au sein des acteurs de l'entreprise, mais aussi au sein des partenaires et des acteurs de la sphère privée. Là, on a un exemple de partenaire entre les services de santé, la GFIP, l'ARACT, mais il y en a bien d'autres. Hein. Je pense à la CARSAT, je pense au Conseil régional et d'autres acteurs, et l'ANACT. Et c'est vrai que là, on voit bien qu'on va tous dans le même sens, qu'on est tous à travailler ensemble au sein des entreprises, certes, mais aussi au sein des partenaires institutionnels et autres. Et que l'intérêt pour l'entreprise et les salariés et les conditions des salariés, ça sera qu'on travaille vraiment en pluridisciplinarité et ce qui fait sens de mon point de vue avec aujourd'hui le thème de cette matinée. Je vous remercie à tous. C'est pas toujours évident et on a été toujours un peu un peu embêtant auprès des porteurs de projets de leur faire un travail supplémentaire pour organiser cette manifestation, mais je pense que
que ça valait le coup et que ça repose la question de la pluridisciplinarité des partenaires et des conduites de projet dans les entreprises sur la question du maintien dans l'emploi et de la qualité de vie au travail, bien évidemment. Merci à tous. Je ne sais pas s'il est prévu, on ne prend pas de questions, c'est fini là, Catherine, je pense. Ouais, écoute, s'il y avait une ou deux questions, on peut peut-être y répondre. Nous, dans notre atelier, en tout cas atelier 3, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre à certaines questions. Non. Ouais, ce qu'on marquait au niveau de notre atelier, c'était vraiment tous les points que tu as pu aborder, Dominique, en conclusion. Tout était transposable dans le cadre d'une action individuelle portée par une entreprise, au sein d'une entreprise. Voilà, il y avait cette démarche collective avec voilà, l'ensemble des acteurs de la coordination, de la démarche conduite de projet, mais c'est transposable directement sur un projet entreprise. Voilà. Mais bien sûr, hein, je ne sais pas. Non, mais c'était là-dessus qu'on s'était un peu arrêté au sein de l'atelier. Voilà. Donc, on va clôturer et merci à tous. Et merci. Là, je pense que là, il faut quitter. Bon, on va se quitter là quand même, on va aller déjeuner. Et bon appétit à tous et bon après-midi.